Gens d'ici avec Belinda Cannon, qui est docteur et maître de conférences en littérature comparée à l'université de Corte en Corse, qu'il était en Corse et qui maintenant l'est à Caen tous les lundis, et qui a écrit énormément de livres, et que l'on accueille aujourd'hui pour le dictionnaire des mots manquants, donc qui est dirigé par Belinda Cannon et Christian Doumet aux éditions Thierry Marchès. Et donc ce dictionnaire des mots manquants m'a beaucoup impressionné parce que il était écrit en 4e de couverture qu'un enfant qui perd ses parents, c'est un orphelin, mais qu'un parent qui perd son enfant, il n'existe pas de mot pour le désigner. Et je me retrouve donc avec Belinda Cannon. Bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez cette collection, on peut dire, ou ce livre? Non, c'est ce livre. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. On verra la suite, mais pour l'instant, il n'y en avait qu'un. Et quelle idée d'avoir fait un livre sur les dictionnaires des mots manquants? Ah, moi, c'est une chose qui m'a toujours frappée à propos de cet exemple que nous donnons dans la 4e de couverture, justement. Un orphelin de parents, on sait ce que c'est. Enfin, un orphelin, on sait ce que c'est. Un parent qui n'a pas d'enfant, en revanche, il n'y a aucun mot pour le désigner, alors que c'est une situation d'existence, hélas, fréquente, qu'il a été encore plus, mais qu'il l'est toujours et qui est très cruciale, très importante. Eh bien, il n'y a pas de mot pour dire ça. Et dans pratiquement aucune langue européenne. Et c'est tellement mystérieux que quand j'ai appris ça un jour, je me suis dit, c'est drôle qu'il puisse y avoir des mots, véritablement, qui manquent dans la langue. On en aurait besoin pour désigner quelque chose, et il n'y a pas de mots. À partir de cette idée-là, j'ai eu l'envie d'aller demander à toutes sortes d'écrivains si dans leur pratique de la langue, il y avait des mots qui leur manquaient. Il y avait plutôt que des mots, je dirais des zones de sens qui n'étaient pas couvertes, rassemblées par un mot qui désignerait cette zone de sens-là. Alors évidemment, tous les mots qui manquent ne sont pas aussi évidents que cet orphelin d'enfant. Parfois, ce qui manque, on ne sait pas très bien le décrire. Il faut plusieurs pages, ou en tout cas plusieurs phrases pour le décrire. Mais quand même, voilà, c'est ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est qu'il puisse y avoir dans la langue des zones très importantes où on a quelque chose à dire et on n'a pas les mots pour ça. Alors quand vous dites que c'est pratiquement le cas dans toutes les langues européennes, quelles sont les langues où il y a un mot pour cela? J'en connais pas. Vous n'en connaissez pas? Non, moi je n'en connais pas, mais il doit y en avoir forcément, enfin j'imagine. En tout cas dans toutes les langues proches et connues, enfin connues de nous, Européens, il n'y en a pas. Et quel est le mot qu'on pourrait inventer? Ah ça je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut inventer un mot pour c'est cela? la question. Nous, dans notre dictionnaire, on a choisi de ne pas demander aux auteurs d'inventer des mots. On leur a juste demandé de décrire ce qui manquait. Donc de mettre des phrases pour décrire le manque. Mais on ne leur demande pas d'inventer un mot. On ne leur demande pas de fabriquer un néologisme. On leur demande juste de dire qu'est-ce qui vous manque, et qu'est-ce que vous auriez à dire qui n'a pas de mots. C'est la question que je me suis posée en venant vous voir, et finalement je me suis demandé quel est le mot qui me manquait. Je me suis demandé si c'était un mot ou si c'était un verbe. C'est pas la même chose. Et je n'ai pas trouvé, parce que je pense que quand le mot nous manque, d'ailleurs on nous dit les mots me manquent. Quand les mots nous manquent, on est dans un état d'émotion bizarre, oui, dans un état d'émotion. Ouais. Mais vous savez, quand on a posé la question aux écrivains, aux 44 écrivains qui sont dans ce livre, ils ont réfléchi. Mais a priori, on se débrouille toujours avec les manques. Quand un mot manque, on en met 2 ou 3, ou on met toute une phrase, et puis on s'en sort comme ça. Donc on ne se dit pas tout à coup, tiens, là il manque un mot. Puis parfois on hésite, on se dit peut-être qu'il me manque le mot, mais que le mot existe. C'est juste moi qui ne l'a pas à ma disposition en ce moment. Donc le fait que les mots manquent, ça demande réflexion. Ça demande réflexion. Et je crois que tous les auteurs à qui on a posé la question ont réfléchi et ont cherché quel mot leur manquait, mais que ça ne venait pas si facilement. Ça ne tombait pas sous le sens. Tout à fait. Il y a aussi le fait d'avoir peur de perdre sa mémoire, donc les mots qui nous manquent, mais là c'est plus une question de mémoire, comme si la mémoire avait avalé des mots qu'on le retrouve après. C'est pas du tout la même chose que le mot manquant, comme ce mot qui désigne le fait de perdre un enfant et qu'il n'y ait pas de mot pour cela.
Bien sûr. Et d'ailleurs, quand on écrit, on est souvent, enfin moi en tout cas, je suis souvent confrontée à ça. Je cherche un mot, je ne le trouve pas, mais à force de chercher, si je puis dire, ou en relisant la phrase, bref, le mot finit par venir, mais il ne se présente pas tout de suite non plus. Donc parfois aussi, c'est ça le travail de l'écrivain, c'est de travailler suffisamment, d'avancer suffisamment pour qu'enfin lui revienne le mot dont il avait besoin à un certain moment. Alors, vous avez un certain Denis Grosdanovic qui a mis dans votre dictionnaire des mots manquants, à la page 100, le jeu, l'abstraction et l'illusion. Il dit que lorsque Belinda Cannon, vous, c'est-à-dire, m'a proposé d'écrire un texte sur le thème du mot manquant, m'est immédiatement venue à l'esprit cette réponse qu'en fait, tous les mots manquaient. Tous les mots manquaient, et ça c'est étonnant. Puis pris d'une légère fièvre cérébrale, comme c'est souvent le cas dès lors qu'on m'incite à disserter sur une question quelconque, je commençais à élucubrer. Tous les mots ne manquent-ils pas, en effet, à leur destination première? Ça c'est le rôle de l'écrivain qui cherche le mot juste en vérité. Absolument, et je crois d'ailleurs que toute la littérature est le résultat de ce manque à dire, de ce défaut des langues qui fait qu'on doit essayer de suppléer à toutes ces absences de mots, à tout ce sens qu'on voudrait dire et qu'on n'atteint pas si facilement. La littérature sert à ça, à déployer tous ces manques. Mais pour ça, il faut beaucoup de phrases parfois, beaucoup de pages, beaucoup de travail. Alors il y a des mots qui manquent et il y a énormément de mots qui sont créés aussi. Donc c'est étonnant de créer des mots pour les nouvelles technologies, tout ce qui se passe, et de toujours avoir ces mots manquants. Alors que dans les mots manquants, quels sont ceux qui, en dehors du fait de l'orphelin, quels sont ceux qui sont apparus dans ce livre? Bien, je vous donne deux exemples. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai traité, parmi les mots que j'ai traité le fait qu'il manquait un mot pour dire celui qui embrasse. Celui qui est dans la situation d'embrasser. Celui qui chante, c'est un chanteur. Celui qui coiffe, c'est un coiffeur. Celui qui embrasse, c'est quoi? Un embrasseur. Eh bien non, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans ce sens, ou avec un sens très légèrement différent. Un autre exemple qui est revenu à 5 reprises, c'est le seul mot manquant qui est traité 5 fois dans ce livre, où il y a, je crois, 59 mots manquants traités. Il y en a 5 auteurs ont traité le même. Ça c'est très intéressant, c'est celui qui serait l'amour qui reste entre deux personnes lorsque le désir n'est plus là. Et donc parfois c'est quelque chose qui s'approche de l'amitié, mais quand même c'est pas n'importe quelle amitié, puisque d'abord ça a été un amour érotique. Donc cette espèce de nuance du sentiment amoureux quand il n'est plus tout à fait ce qu'il a été, même quand il n'est plus du tout ce qu'il a été, mais qu'il reste donc du sentiment, eh bien, il n'y a pas de mots pour le dire. Et on connaît amour, on connaît amitié, mais enfin tout ça, ça reste un peu vague. Amour, il n'y a rien de plus vague finalement. Donc vous voyez, ça c'est un mot manquant sur lequel tout le monde est revenu. Enfin 5 personnes, c'est beaucoup. 5 personnes sur 44 auteurs. Ça dit vraiment quelque chose, je crois, de très révélateur sur la situation des sentiments et des relations amoureuses aujourd'hui. Vous allez nous lire donc dans ce dictionnaire des mots manquants le mot embrasser. C'est votre texte chanté et occasion. Chanté, occasion, embrasser, Belinda Cannon. La langue sait fabriquer des substantifs à partir de verbes. Celui qui chante est un chanteur, celui qui coiffe est un coiffeur, celui qui baise un baiseur. Le premier est un artiste, le deuxième un professionnel et le troisième un compulsif, un expert, un maniaque, un artiste aussi? Passons. Je me demande depuis longtemps pourquoi le fait d'embrasser n'a produit aucun substantif, au point que lorsque je veux décrire la personne prenant part à un baiser, je dois utiliser embrasseur qui n'existe pas dans cet usage. Ici, le mot manquant ne recouvre pas un vaste territoire de sens qui échapperait à toutes ces îles linguistiques concentrées, puisque je peux proposer ce signifiant, embrasseur, dont j'use d'ailleurs quelquefois, et qui convient fort bien à un signifié tout à fait précis, l'idée d'un individu en train d'embrasser. Il faut donc se demander pourquoi une substantivation si évidente n'a pas eu lieu.
Ce matin, je crois que j'ai enfin une réponse. Ce qui caractérise les 3 termes cités en exemple est leur, comment dit-on, le fait qu'ils correspondent à des activités régulières, répétitives, constantes. Quoi qu'il en soit, le fait d'embrasser n'obéit à aucune régularité. C'est une activité occasionnelle. Et ici, je suis certaine de mon mot, occasionnel. Quelle beauté dans cette précision. L'embrasseur se livre à une activité occasionnelle. Un jour, une fois, avec celle-ci ou celui-là, il embrasse. Miracle, épiphanie, incarnation soudaine du désir. Qui embrasse n'en fait ni profession ni compulsion. Il, je choisis le masculin par commodité, sinon je devrais hérisser mon texte de disgracieuses petites notations du type e ou ce, sans compter qu'embrasseuse. Tiens, mon dictionnaire l'accepte sans sourciller, me paraît étrange. Il, donc, vient de rencontrer cette femme, et de cette femme il a faim. Elle se présente sous ses yeux, sous ses mains émerveillées, comme l'inespéré, celle qu'il désirait sans le savoir, et cette irruption du grand désir fait de lui un embrasseur. S'il n'avait eu envie que de faire l'amour avec n'importe qui, il n'aurait pas su embrasser ainsi. Il n'aurait peut-être même pas souhaité embrasser du tout. Je dis que le baiser est sans doute le geste le plus radical du désir. Presque, il faut toujours laisser flotter le bord d'affirmation de ce type. Ainsi donc, pourrait-on tirer la conclusion, la règle, que la nature occasionnelle de certaines activités explique qu'elles ne conduisent pas à une substantivation. Plus encore, même si chacun est appelé, c'est souhaitable, à embrasser de très nombreuses fois au cours de son existence, ce qui pourrait faire de lui un embrasseur, à l'instar du baiseur, il se trouve que le baiser est presque toujours adressé, comme le désir. Le désir, qui se distingue en cela de la pulsion, est élection. Il se porte sur un être et lui seul, même si cette restriction est vouée à n'avoir qu'un temps. Le désir passe. Or, l'idée contenue dans le heurt de coiffeur et baiseur est que leur activité peut être décrite en elle-même, compte non tenu de celui qui en est le destinataire. Le coiffeur coiffe tout le monde. L'embrasseur n'embrasse pas au petit bonheur la chance. Au contraire, élection ai-je dit. D'où un second motif de résistance à la substantivation. Elle n'est peut-être possible qu'en cas d'impersonnalisation du destinataire. Ne me faites pas remarquer qu'impersonnalisation n'existe pas, sinon nous ne sortirons jamais de ce bois. Dernier problème enfin. Les dictionnaires que j'ai pu consulter affirment qu'embrasseur et embrasseuse sont présents dans la langue, d'où l'acceptation du terme par le dictionnaire qui ne l'a pas souligné d'une vague lettre rouge dans mon ordinateur. Me serais-je fourvoyé ? Non, car il précise « personne démonstrative » ou « personne qui embrasse à tout propos ». Entre parenthèses, nota bene, les citations littéraires données en exemple ne mettent en scène que des embrasseuses. Ce qui signifie que si le vocable existe, c'est avec le sens exclusif d'excès, pas très loin de celui d'emmerdeuse, et donc que le substantif non connoté, celui qui désigne un simple individu, vous et moi, partageant un baiser, fait bien défaut. Mais en me relisant, je réalise que je dois nuancer mon affirmation inaugurale et poser une nouvelle question. Le baiseur n'est pas moins compulsif que l'embrasseur des dictionnaires. Le baiseur n'est donc pas celui qui étreint, mais celui qui le fait frénétiquement. Je dois donc poser la question à l'envers. Existe-t-il un vocable qui désigne la personne prise dans une étreinte amoureuse, distinguée de la compulsion ? Amant, dit-il cela ? Un mot manquant en appelle un suivant. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Blouson Derry, plus je t'embrasse et plus j'aime t'embrasser sur l'antenne d'IDFM dans ces gens d'ici aujourd'hui avec Belinda Cannon, romancière, essayiste et universitaire qui enseigne la littérature comparée à l'université de Caen
en Basse-Normandie, et qui est co-directrice de la rédaction du Dictionnaire des mots manquants, et que nous accueillons aujourd'hui dans Ces gens d'ici. Il y a un très très joli mot, enfin il y a quelque chose de très intéressant. Stéphane Bouquet, qui parle de la vieillesse, entre le corps et le multiple. Il dit qu'un humain vieillit, il abandonne ses corps l'un après l'autre, croit-on. Elle a été cet enfant caché dans les fougères ou qui courait sur le gazon ou qui aimait interminablement se baigner. Elle s'est assise sur des bancs plus tard, elle a partagé des bouches. Le temps lui semblait être arrivé à la dissolution des frontières. Elle a eu toutes sortes de corps plus ou moins heureux ou vides ou débordés. Mais il est faux de dire qu'elle les a eus puisqu'elle les a encore, c'est cela vieillir. On n'abandonne pas ses corps sur une plage comme des vêtements qui tomberaient d'un sac troué et plus tard, la marée haute viendrait tout nettoyer. C'est intéressant cette histoire qu'il a sur les corps parce que moi, sans penser au corps, je pense à l'âme qu'on était, c'est-à-dire on a en nous un être qui a été la petite fille, mais petite fille, on était déjà vieille. Et vieille, on peut être petite fille, c'est-à-dire, c'est même pas au niveau du corps, moi je dirais que c'est plutôt au niveau de l'âme, comme s'il y avait en nous la petite fille, la femme, la maîtresse, tout à la fois. Oui, c'est ce qu'a voulu dire Stéphane Bouquet. Mais il l'a mis au niveau du corps, donc oui, lui c'est pesant pour lui. Voilà. Nous portons tous nos corps successifs, nous les conservons nous-mêmes, nous avons la mémoire de ces corps successifs. Et il appelle ça vieillir. Il dit que c'est ça, vieillir. Mais moi j'ai l'impression que quand j'étais enfant, j'avais déjà la notion de ma vieillesse, c'était plus léger, c'est clair, mais la vieillesse était déjà là aussi, c'est-à-dire elle était déjà en moi, comme si je la connaissais alors que j'étais déjà... C'est la question, est-ce que nous avons tous les âges de la vie à tout moment en nous ou pas ? Quand nous vieillissons, c'est sûr que nous conservons l'enfant que nous avons été. Est-ce que l'enfant a déjà le pressentiment de la vieillesse ? Et c'est peut-être pour ça qu'on a le poids des ans dans le dos. Ça nous fait sourire. On va revenir sur vos propres écrits à vous. En 90, vous avez écrit les dernières promenades à Petropolis qui ont été reprises en 2013 sur l'adieu à Stefan Zweig. Pourquoi ? Parlez-nous un peu de ce livre, sur l'adieu à Stefan Zweig, sur le suicide. Oui, eh bien c'était mon premier roman en effet, et j'avais besoin, avant de commencer à écrire le reste, j'avais besoin d'évoquer ce moment capital du XXe siècle, qui est la Deuxième Guerre mondiale, et les génocides, le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, et cette espèce de catastrophe, je dirais, pour l'esprit humain et pour notre croyance dans le progrès, dans la perfectibilité de l'homme, etc., qu'a constitué cette Deuxième Guerre mondiale. Je crois que là, a vraiment pris fin, plus qu'après la première, a vraiment pris fin notre optimisme dans la perfectibilité humaine et dans le fait que l'homme était un être libre, rationnel et construisant un avenir meilleur. Donc je crois qu'à partir de là, on change notre vision de l'homme, vraiment, définitivement en tout cas, qu'on sort de l'espoir qu'avait porté la modernité. Je dis la modernité quasiment depuis la Renaissance, c'est-à-dire tout ce à quoi on a cru de l'homme depuis la Renaissance. Et pour moi, il faut dire aussi que ces années-là, c'était les années où il y avait le procès de Klaus Barbie, qui a ravivé encore la mémoire immédiate de cette guerre, et qui était vraiment très difficile à supporter, qui ravivait notre douleur. Je le dis d'autant, je dis nous et notre, au sens de l'humain en nous, parce que moi je n'ai pas été concernée par cette guerre d'aucune manière, je veux dire, pas plus que d'autres. Vous êtes née après. Je suis née après, ma famille n'était pas là, voilà. Mais c'est vraiment une catastrophe pour l'esprit humain, pour notre croyance dans l'homme, à tous. Et voilà, donc il fallait que je fasse quelque chose de cela, que je le pose, que je le déploie avant d'aborder la suite de mon travail. Et c'est ce que j'ai fait avec ce roman qui a changé de titre quand il est reparu en poche, à la demande de l'éditeur qui trouvait que Dernière promenade à Petropolis, c'était vraiment pas un titre clair, ce qui est un peu vrai. Donc ça parlait de Stefan Zweig. C'est Stefan Zweig, c'est un roman qui met entre autres en scène Stefan Zweig, mais Stefan Zweig tel que relu par une narratrice
contemporaine de l'écriture du roman, disons. Il n'y a pas que Stefan Zweig, mais ça racontait les derniers jours de Stefan Zweig à Petropolis. Sauf que comme personne ne se souvient bien qu'il est mort à Petropolis, on ne comprenait pas de quoi je voulais parler. Bref, l'éditeur a demandé qu'on remette un titre plus clair. Oui, je pensais qu'il était mort. Il est mort en Amérique du Sud. Oui, c'est ça. Ok, vous repassez un peu dans cette histoire de mort avec le Landelta en 98, qui est le dernier jour d'une dame de 104 ans. Oui, en effet, à ce moment-là, c'est un roman presque d'anticipation qui se passe dans un futur à venir, avec une sorte de catastrophe écologique. Et j'avais besoin, sans doute, et envie d'explorer ce qu'il pouvait advenir du désir, de notre désir de vivre, aux derniers instants de la vie. Et je me disais toujours, l'autre grand fil de mon travail, à part cette violence du monde qui était évoquée dans mon premier roman, l'autre grand fil de ce que j'écris, c'est la question du désir, le désir de vivre, le désir général d'exister. Et je me demandais, celui-là, de celui que vous évoquez, Landelta, c'était le 4e roman, j'avais pas mal exploré cette question du désir de vivre, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on devient très âgé, quand on s'avance vers la mort, qu'est-ce qui se passe avec ce désir de vivre? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que s'il est toujours intact, s'il est toujours aussi vif qu'il l'a été pour nous avant, mais ça doit être terrible de mourir. Et donc je me suis mise imaginairement, c'est à ça que servent les romans, dans la peau de cette vieille dame de 104 ans. Donc 104 ans, c'est un âge vénérable, on a bien vécu, elle n'est pas malade, elle est juste très très vieille, elle va mourir ce jour-là, elle sent qu'elle approche de la fin. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête? Et qu'est-ce qu'il advient du désir? Et donc je fais cette hypothèse que, avec le temps qui passe, le désir se dilue. C'est pour ça que j'ai parlé de delta dans le titre, comme vous savez un fleuve, une rivière, un fleuve plutôt, qui arrive en bout de course, qui va se jeter dans la mer. Et bien avant de se jeter dans la mer, ça devient cette espèce de delta, donc tous ces ruisseaux beaucoup moins impétueux qui vont se noyer dans la mer. Et j'imaginais que le désir c'était un peu comme ça, qu'en fin de vie il devenait cette espèce de lent delta avant qu'on passe à la mer, avant qu'on meure au fond. Voilà, donc c'était mon hypothèse sur la fin de vie. Et ça peut être aussi le désir de passer de l'autre côté, le désir d'abandonner. Ça, je l'ai traité dans un autre roman. Dans lequel? Dans L'homme qui jeûne. L'homme qui jeûne, oui. Oui, L'homme qui jeûne, dans lequel je mets en scène un homme qui jeûne. 2006. Oui, qui jeûne sans raison, mais c'est toujours une exploration du désir. Mais qui jeûne pas uniquement de nourriture, je crois. Si, que de nourriture ou qui a envie de vivre dans une sorte de pauvreté, non? Ah non, vraiment, il arrête de manger. Il est couché, il arrête de manger, et c'est sa façon à lui de dire non à la vie. Non au désir de vivre, non à la vie. Et cette fois, plutôt que d'explorer quelqu'un en fin de vie, j'ai voulu explorer, toujours imaginairement, ce que ça pouvait être de refuser le désir. C'est-à-dire j'essaie toujours d'explorer le désir en me mettant sur un bord, au fond. Et là, le bord, c'était, voilà, quelqu'un dit non. Si on admet que vivre, c'est dire oui à la vie, c'est une espèce de consentement à l'existence et au mouvement, etc., eh bien, lui va dire non. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette tête d'un homme qui dit non et contre quoi il se bat? En fin de vie, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de se nourrir aussi, donc c'est aussi une façon de dire non. Bien sûr, sauf que là, mon personnage est jeune. Il est jeune. C'est Nu intérieur en 2015. Nu intérieur. Oui, cette fois, vous allez dire que c'est encore le même sujet, vous aurez raison, plus ou moins. C'est-à-dire que cette fois, dans Nu intérieur, j'ai eu envie, c'est la seule fois où j'ai écrit un roman d'amour pur, où j'ai eu plusieurs envies simultanées. 2016, c'est l'année de la publication d'Adolphe, le roman de Benjamin Constant, qui est un roman d'amour malheureux que j'aime énormément et qui est une réflexion sur l'amour, et notamment sur ce qu'on met derrière les mots d'amour et derrière les mots de je t'aime, par exemple. Et c'est un roman vraiment magnifique que j'aime énormément. Et un jour, je me suis dit, mais il faudrait réécrire Adolphe 2 siècles plus tard.
c'est-à-dire maintenant, mais en mettant en scène les nouvelles conditions de l'amour. Parce que je crois que l'amour a beaucoup changé, la façon de faire des couples, de concevoir l'amour. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure des mots manquants et de ce mot qui manquait pour décrire un nouvel état du cœur, je crois que l'amour, vraiment, c'est une construction historique aussi. On n'aime pas de la même façon à tous les âges. On ne regarde pas l'amour de la même façon à tous les âges. Et par exemple, dans Adolphe, il n'est jamais question de sexualité, mais jamais. Et Balzac l'avait dit, d'ailleurs, il disait, mais ces personnages n'entrent jamais dans la chambre. Donc moi, j'ai voulu réécrire Adolphe aujourd'hui et explorer ce que pouvait être l'amour avec des personnages aujourd'hui. qui rentrent dans la chambre. Absolument, ils passent beaucoup de temps dans la chambre et ils y prennent du plaisir, je crois. Donc Nuit intérieure. Après, vous avez Le baiser en 2011 aussi. Ça, c'est des essais, non? Oui, j'écris à la fois des essais et des romans, dans les deux formes. Et voilà, donc ces dernières années, j'ai beaucoup exploré ces questions. Comme je vous l'ai dit, je travaille beaucoup sur la question du désir général d'exister. Ces dernières années, j'ai un peu, j'ai mis le projecteur sur le désir sensuel, que finalement j'avais exploré dans un peu tous mes romans, mais comme ça, au passage. Et puis là, un petit peu à la faveur je sais pas quoi d'ailleurs, des propositions ou des nouveaux courants de ma réflexion, j'ai exploré beaucoup dans 3 ou 4 livres. Je me suis vraiment intéressée directement au désir sensuel. Donc c'est vrai que c'est perceptible dans Nuit intérieure, qui est un roman d'amour, mais aussi dans Le baiser peut-être, dans Le petit éloge du désir, qui sont vraiment des livres autour du désir sensuel. Mon premier, c'est désir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Mon premier, c'est désir. Laurent Voulzy et Véronique Jeannot, Désir, 1984. Et nous poursuivons avec Belinda Cannon autour de ce dictionnaire des mots manquants. Pour que vous donniez littérature comparée, vous avez des élèves de quel âge? Des étudiants de 2e année, de 3e année, donc qui ont 18, 19, 20 ans. Je ne parle pas du désir sensuel, enfin pas plus que ça. Mais... Et donc vous comparez des auteurs? Oui, voilà, je fabrique des programmes dans lesquels je mets plusieurs auteurs en fonction de thèmes, de grands sujets, si vous voulez. J'ai un cours qui s'appelle Les derniers instants, justement, ou un autre qui s'appelle Survivre, ou un autre qui s'appelle L'invention de l'inconscient. Donc voilà, c'est des programmes, disons, dans lesquels je mets plusieurs textes que nous confrontons, que nous comparons avec les étudiants. Alors Survivre, parlez-nous de Survivre. Survivre, on est un peu dans ce monde en ce moment où on a l'impression qu'on est en train de survivre. Oui, l'époque est très difficile et très sombre. Oui, c'est la même époque que Stefan Zweig, pour ça qu'il y a tant de suicides. Oui, je viens de terminer un petit essai qui s'appelle S'émerveiller et vraiment c'est étrange de l'écrire maintenant. Enfin, c'est un thème qui m'intéresse depuis très longtemps, mais c'est vrai que l'écrire aujourd'hui, dans une période si sombre, ça oblige à poser la question d'une façon nouvelle, enfin, en tenant compte de cette période où c'est plus difficile de s'émerveiller. En tout cas, c'est très nécessaire toujours, mais plus difficile, parce qu'on est vraiment confronté à une situation qui nous menace d'enténèbrement. Alors survivre, c'est vivre sur... Non, je crois que, enfin là, survivre, les romans que je prends qui éclaireront ce que je veux en dire dans ce cours, c'est Robinson Crusoe, c'est Sa Majesté des Mouches, la quarantaine d'enfants isolés sur une île et qui vont développer entre eux des rapports de pouvoir épouvantables qui vont les conduire vers une société d'un modèle totalitaire. Ou bien c'est La Route de Cormac McCarthy, ce roman post-apocalyptique dans lequel donc un père et son fils essayent de descendre vers le sud dans l'espoir de trouver un lieu plus propice à la survie. Chaque fois, ce sont des personnages isolés, donc les deux premiers, Robinson et les enfants, sont sur une île. Cormac McCarthy, ça n'est pas une île, mais c'est un continent qu'on suppose être l'Amérique. Mais chaque fois, ils sont isolés. Ils sont coupés des autres, ou bien il n'y a personne.
Et ils doivent véritablement se battre pour survivre physiquement, c'est-à-dire manger, ou bien, dans le cas des enfants sur l'île, ils ont à manger, Robinson aussi d'ailleurs, mais ils sont confrontés aux autres, aux cannibales, ils sont confrontés aux températures, au climat, enfin à toutes sortes d'aléas. Et donc survivre, c'est vraiment physique d'abord. Est-ce que c'est physique à notre époque ou c'est déjà une survie morale, mentale en ce moment? C'est plutôt moral. C'est moral. Notre problème. On va dire qu'on n'est pas. Je ne sais pas si on essaye de survivre, bien que ce soit un thème dominant dans toute la fiction, les jeux vidéo, etc. C'est incroyable. Il y a tout un courant de notre imaginaire qui est lié à la survie. Je crois que c'est parce que, comme Cormac McCarthy, quand il écrit La Route, il évoque quelque chose qui est une peur pour nous. Nous savons très bien que nous sommes en train de détruire la planète, que nous sommes en train de mettre à mal toutes nos ressources, etc. Donc il y a vraiment l'idée que peut-être nous allons vers des situations de survie concrètes, matérielles. Sans électricité, sans eau, chauffage. Sans eau, surtout. Sans eau. Et des choses. Donc il y a ça dans notre imaginaire sans doute qui fait qu'on écrit beaucoup de fiction autour de la survie. Et puis il y a, je crois aussi, la difficulté de vivre pour tout le monde, enfin, qui est réelle. Toutes ces séries sur les survivants, les survivants. Ouais, c'est très comme si on devait se préparer, mais bon, on va plutôt s'émerveiller. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'émerveiller? Ah, mais ça, c'est un savoir-vivre très particulier. Pas très particulier, mais c'est un savoir-vivre qu'il faudrait acquérir, que moi-même j'essaie d'acquérir et qui n'est pas donné d'emblée. S'émerveiller, ça demande d'être très concentré, d'être très centré en soi-même pour pouvoir véritablement regarder autour de soi. Et l'émerveillement dont je parle, en tout cas dans cet essai, et qui moi me semble désirable, c'est l'émerveillement qu'on peut avoir devant des spectacles modestes. J'évoque dans cet essai et ailleurs d'ailleurs, j'évoque un chêne que je vois de ma fenêtre dans ma maison du Cotentin. Et ce chêne, je l'observe tous les matins quand j'y suis, je regarde les variations de la lumière sur lui, il y a parfois des animaux autour, il y a parfois des oiseaux qui passent, il y a du givre, il y a de la lumière, il y a des nuages, de la brume, etc. Et ce spectacle qui est très modeste à sa façon, c'est un chêne, un grand chêne bien sûr, qui a un tronc très droit bien sûr, mais enfin ce n'est qu'un chêne. Et de pouvoir le regarder, en jouir et m'émerveiller des variations de la lumière sur ce chêne, c'est modeste, c'est une chose que tout le monde peut faire. Et il ne faut pas attendre la merveille pour s'émerveiller. S'émerveiller, c'est une disposition intérieure qui fait qu'on est capable de goûter des toutes petites choses qui sont très belles. Et puis, si on prend le mot en deux, c'est la mère veilleuse. C'est-à-dire que notre rôle, c'est peut-être de veiller justement à être la mère de la nature, d'avoir ce regard d'amour et ce regard d'être des mères veilleuses. C'est joli ça. Voilà un mot qui nous manquait. En tout cas, il y a un double mot qui nous manquait. Pour que l'amour soit cette année. Mais je pense que les mots s'amusent de nous, parce que quand ils nous manquent, il y a les mots qui nous manquent, et puis il y a les mots qui nous... C'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux, c'est-à-dire ces mots qui nous disent plein de choses, mais qu'on ne veut pas ou qu'on ne sait pas encore entendre, et puis un jour, ça sort, et on s'émerveille de ces mots. Absolument. Parfois, d'ailleurs, enfin souvent, j'ai cette impression aussi, alors là, je vais à l'inverse des mots manquants, j'ai l'impression que la langue, c'est une mer très poissonneuse. Et qu'il y en a trop. Et qu'on cherche, et de temps en temps, on trouve, mais les mots sont là. Et de temps en temps, ils sautent dans notre barque de pêcheurs. Dans votre dictionnaire des mots manquants, dans l'association entre le réel et l'onirique, alors, vous dites flottement au carré, non seulement l'image a l'indécidabilité du rêve, mais encore n'est-il pas certain que ce rêve ait jamais existé. C'est quoi l'indécidabilité? L'indécidabilité, c'est lorsqu'on ne peut pas, c'est une sorte d'hésitation intellectuelle, lorsqu'on ne peut pas savoir, dire oui ou non. On ne peut pas décider. On ne peut pas décider. La chose ne nous offre pas de garantie qu'elle existe ou pas. Enfin, en l'occurrence, c'est de ça que je parle.
Parce que l'indécidabilité du rêve, on pense que le rêve c'est un peu notre subconscient ou notre inconscient qui parle. Donc s'il y a quand même une décision quelque part de nous donner un message. Le rêve est là pour nous, ou nous compenser des manques, ou il fait partie de nous. Oui, ce qui est indécidable là, c'est que, vous savez, quand on rêve, on ne sait pas. Il y a On ne sait pas où on va. On ne sait pas si on est en train de rêver ou de vivre. Quand on rêve, on ne sait pas qu'on rêve. Il y a aussi ça dans le rêve. Quelquefois si, quand même. Quelquefois si, mais la plupart du temps, on ne sait pas trop. On ne sait pas si on est dans le réel ou dans le rêve, au moment où on est dans la situation de rêver. Il y a le mot nez et le mot odeur qui se suivent. L'odeur, définir des odeurs, ça c'est quelque chose, il en manque des mots là, dans la définition des odeurs. Et oui, et ça n'est pas le seul endroit où il manque des mots, parce que... Alors, les odeurs, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les fixer non plus. On ne peut pas les fixer, on n'est même pas sûr de partager, on n'est pas sûr de sentir les mêmes odeurs. C'est vraiment de l'ordre du très fugace, les odeurs. Et je crois que plus les sensations sont fugaces, et plus on a du mal à les décider. Mais vous savez, moi j'ai toujours été très frappée de voir comme tout ce qui est du registre des sons. On pourrait croire que c'est un peu moins évanescent que les odeurs. Tout ce qui est du registre des sons, des bruits, de la musique, on a un mal fou à les décrire et on manque incroyablement de vocabulaire pour ça. Le lexique est très pauvre sur les bruits. Et donc, finalement, là où le lexique est le plus riche, je crois, c'est avec le visible, tout ce qui est de l'ordre du visible. Et oui, mais on manque vraiment de mots. D'ailleurs, dans ce livre, il y a un joli texte qui est en forme de poème de Cécile Ladjali qui parle du bruit que fait la neige lorsqu'on marche sur elle. Et on n'a pas de mots pour dire ça. Donc elle a fait un très joli texte, mais c'est typique de ces manques du lexique autour des bruits. Jean-Philippe Domac. Le je, le nous et le on. Comment dire le point de vue qu'on a sur tout à partir de tout sauf soi? Comment dire que je perçois si souvent tout, même moi, depuis tout sauf moi? Oula, il faut comprendre, depuis tellement loin de je, alors qu'il vient intimement de moi, ce point de vue. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais réfléchissez sérieusement. Parfois, souvent, et même c'est ce que nous devrions faire, nous adoptons un point de vue sur le monde qui n'est pas forcément le nôtre, résumé à nous-mêmes, mais qui est plus large que ça. Un point de vue qui s'approche, c'est ce que dit cet auteur-là, Domac, qui s'approche du on. Ou du nous. Ou du nous. Voilà. Il joue sur cette hésitation entre les trois pronoms qui disent des choses légèrement différentes. En tout cas, l'idée, c'est qu'on n'est pas toujours coincé dans son petit jeu, qu'on peut avoir un point de vue un peu plus général, disons un peu plus universel, et donc sortir du petit jeu qui nous coince aussi. Dans ce cas-là, on dirait quoi? On dirait il ou elle? On parlerait de nous à la troisième personne? On n'a pas de mot. C'est un mot manquant. C'est quand même un sujet, donc là... Un vrai grand sujet, très important. Très important. Et je pense que c'est un peu ce qu'essayent de faire souvent les écrivains aussi, c'est d'adopter un point de vue qui, même lorsqu'il dit « je », d'ailleurs, s'élève au-delà du jeu très individuel, très singulier, pour accéder à une parole plus large et qui nous concerne tous et qui est plus... Oui, c'est ça, je dirais, moins étriqué. Oiseau, d'Alain Légoni. Il dit qu'on dit les mots me manquent lorsqu'on a du mal à traduire en mots une vive émotion, une immense surprise ou encore la beauté d'un paysage. Ce fut le cas pour mon dernier ouvrage où il est question de l'oiseau. Ne chercher que l'oiseau dans l'oiseau, écrire comme si l'oiseau était seul, comme si l'homme n'eût jamais existé. Avec Légoni, ce qui est intéressant, parce que c'est dans le droit fil de ce qu'on vient de dire, il cherche à adopter un point de vue de l'oiseau, c'est soit pas à nouveau coincé dans le jeu, mais qui soit plus... Voltaire aurait dit le point de vue de Sirius, un point de vue plus élevé, disons, le point de vue de l'oiseau, en tout cas, en l'occurrence, c'est ça, point de vue plus élevé, mais bien sûr, en fait, si on lit tous ces mots manquants, on s'aperçoit que les écrivains cherchent ça. Ils cherchent à sortir de la vision étriquée. Et donc, ça peut être le point de vue de l'oiseau, ça peut être ce point de vue qui n'est pas le jeu, mais qui n'est pas non plus l'abstraction du on. C'est toujours une recherche de point de vue plus large, plus universel.
Pierre Klettmann, qui parle de la poussière, de la joie et de la tristesse. Aussi loin qu'il s'en souvint, il avait toujours haï les aspirateurs. Déjà tout petit, il ne supportait pas les bruits du moteur qui lui rappelaient la perfide roulette du dentiste. Il essayait en catimini de débrancher la prise, provoquant ainsi la colère de la femme de ménage, et réussissait parfois à percer d'un trou d'épingle le sac à poussière en tissu. Voilà, c'est un texte très amusant de quelqu'un qui est Pierre Klettmann, pas tout à fait qui n'est pas un écrivain au sens où il ne ferait que ça, mais qui est aussi un comédien qui écrit des conférences extravagantes, c'est lui qui les intitule comme ça, qu'il publie aussi, mais qu'il dit surtout, c'est un excellent comédien. Et donc là, il a fait plusieurs textes, dont ce texte sur la phobie des aspirateurs, la phobie du bruit des aspirateurs. Alors comment on dit ça, la phobie des aspirateurs et de ce genre de bruit? Voilà, donc ou du bruit en général, ça peut être le camion de poubelle, la phobie d'un bruit récurrent. Voilà. Et donc c'est aussi assimilé à la poussière, à la poussière, à la joie et à la tristesse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cette émission? On terminera peut-être avec le mot honte de Véronique Ovaldé, la honte d'autrui ou la honte de soi. Il n'y a qu'un mot pour les deux. Oui, elle décrit un sentiment qui est extrêmement subtil et qu'on connaît bien. Vous savez, quelquefois, quelqu'un fait quelque chose qui nous paraît à la fois répréhensible ou grotesque ou vraiment déplacé, et on éprouve de la honte, mais pour lui. Pas pour nous, évidemment, puisqu'on n'est pas concerné, mais ce qu'il fait provoque à nous un sentiment très particulier qu'on appelle la honte parce qu'on n'a pas mieux, mais ce serait une honte qui est tournée vers autrui. Ça, c'est très intéressant comme mot manquant, parce qu'on le connaît, ce sentiment. Il paraît que quand on vole au Japon dans un magasin, les vendeuses ne vous disent rien parce qu'elles ont tellement honte pour vous qu'elles n'osent pas mettre en évidence ce que vous venez de faire. Enfin voilà, donc il y a en effet des sentiments, mais c'est toujours pareil, je crois. Si on devait conclure quelque chose à propos des mots manquants, je crois qu'on peut dire que tout ce qui est de l'ordre des sentiments et des sensations échappe particulièrement à la précision qu'on souhaiterait. C'est peut-être pourquoi on écrit des romans d'amour depuis des siècles, sans discontinuer, c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à préciser que la langue ne permet pas de préciser. Oui, sur la honte, c'est aussi une question d'éducation. Je me souviens de Annie Ernaux qui avait écrit sur la honte de ses parents. Annie Ernaux, bien sûr, parle de la honte, mais ça reste, enfin, on comprend un petit peu mieux, parce que ce qu'elle essaye d'expliquer dans ce roman, c'est le fait que on ait honte d'où l'on vient, donc oui, de on sa se famille. sent affecté, mais on se sent en partie prenante. Non, mais on a quand même honte de l'autre, parce que finalement, on a cette honte d'appartenir à cette famille. Il y a aussi le fait de rougir quand on est jeune, c'est la marque de la honte, de rougir. Et souvent, quand on rougit, on ne se rend pas compte qu'on a honte. Ouais. Vous ne rougissez pas, vous? Je ne rougis plus. Ah. J'ai rougi quand j'étais enfant, oui. Ouais. Ça m'arrive encore quelquefois. C'est pénible. On va terminer sur quelque chose d'intéressant. Entre deux, entre le pouvoir et le vouloir. Ça, c'est un texte de Jean-Philippe Domecq. Il est tout court. Vous voulez le lire? Il est tout court, il est sympa. Donc, le mot, c'est entre deux. Et dans le triangle qui désigne l'absence, entre deux, pouvoir, vouloir. C'est un dialogue. Excuse-moi, je n'ai pas pu venir hier. Tu n'as pas pu. Pas pu. Tu n'as pas pu venir ni prévenir. Oui, parce que c'est au dernier moment que je n'ai pas pu. Au dernier moment, oui, je comprends. Ah, merci. Tu ne peux pas savoir à quel point je comprends. À ce point, qu'est-ce que tu comprends? Qu'au dernier moment, tu n'as pas pu, ni prévenu. Oui, bon, je m'en excuse, voilà. Oh non, ce n'est pas ça. Quoi alors? Qu'est-ce qui pose problème? Rien, puisque je te comprends. Oh là là, je voulais venir, mais finalement j'avais autre chose. Ah, autre chose. Autre chose, oui, je suis libre après tout. Ah, libre. J'ai ma vie, non? Ah, ça. Tu vois, je savais que tu ne comprendrais pas. Pour ça que je ne t'ai pas prévenu. Bien entendu. Oh, et puis quoi? Il faut admettre la liberté de chacun. Oh, celle-là, on ne fait que ça. Pourquoi il y en a une autre? Tu poses la question. Oh, et puis quoi? Je suis libre, non?
Oui. La prochaine fois, dis que tu ne veux pas. Ça nous arrive. Hein. On se reconnaît un peu. Très difficile entre... on dit j'ai pas pu venir, mais toutes ces excuses foireuses qu'on donne quand on n'ose pas. Je vous remercie beaucoup, Belinda. Canon, Dictionnaire des mots manquants, aux éditions Thierry Marchèse. Un livre intéressant. Juste un mot peut-être qui ne manque pas pour terminer l'émission. Un mot qui ne serait pas manquant pour terminer l'émission. Quel serait ce mot qui serait là? Merci. C'est un mot qui quelquefois manque et donc c'est bien de l'avoir dit aujourd'hui. Quelquefois on oublie. Il y a les mots oubliés, les mots manquants. Merci. Belinda Canon, merci beaucoup.